Nouveau numéro de Mégatrend sur Boursorama, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, on vous dit pourquoi ça a du sens de s'exposer au métal jaune, au métal précieux, à l'or, dans le cadre de la gestion de son portefeuille boursier. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Duplessis, vous êtes gérant de fonds actions thématiques chez CPRAM. L'or, c'est à peu près 25%, un peu plus de hausse cette année. On peut se dire vraiment que pour un particulier, c'est devenu une brique, c'est une brique depuis toujours d'ailleurs, incontournable pour un épargnant qui veut diversifier ses avoirs. C'est le maître mot, ça, la diversification pour réduire les risques. Effectivement, la diversification est bien le maître mot, l'une des caractéristiques en fait de l'or, et que c'est une classe d'actifs qui est très peu corrélée aux autres marchés et au marché d'actions globales en particulier. Donc autrement dit, avoir de l'or dans son portefeuille permet une diversification qu'on est content d'avoir, particulièrement dans des périodes un petit peu plus chahutées en fait des marchés. Un autre moyen de s'exposer au marché de l'or, évidemment, est de le faire au travers des sociétés minières, en fait, dont la performance est directement indexée à celle des cours de l'or. Alors, on va expliquer, effectivement, il y a différentes options pour s'exposer à l'or, mais juste, je reviens sur cette idée de diversification, de décorrélation. C'est un mot qui est important. Et il y a très peu d'actifs financiers qui, finalement, n'évoluent pas de concert. C'est comme ça qu'on réduit les risques d'un portefeuille. C'est quand tous les actifs montent en même temps ou baissent en même temps, eh ben, ça peut être dangereux. L'avantage de l'or, et il y a très peu d'actifs financiers, je ne sais pas quels sont les autres d'ailleurs, qui ont un vrai pouvoir de décorrélation. J'insiste là-dessus, mais c'est important. Alors, l'autre moyen, effectivement, c'est d'avoir du cash dans son portefeuille, en fait, par définition. Pendant longtemps, en fait, les marchés d'actions et les marchés obligataires pouvaient, finalement, évoluer dans des directions différentes. Autrement dit, quand les marchés d'actions montaient dans des phases de croissance économique, par exemple, les taux d'intérêt avaient plutôt tendance à monter. Donc, la performance des obligations était beaucoup moins intéressante, finalement, que celle des actions. Et à contrario, dans les périodes de ralentissement économique, le placement obligataire, en fait, se révélait beaucoup plus performant que les marchés d'actions. Depuis quelque temps, en fait, on observe finalement beaucoup plus de corrélation entre ces classes d'actifs. Entre actions et obligations. Voilà, où tout va bien, où tout va mal, finalement, quelque part. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, d'avoir des actifs très décorrélés dans un portefeuille. Alors Arnaud, vous l'avez dit, il y a différentes façons de s'exposer sur l'évolution de l'or. On terminera avec les sociétés qui exploitent des mines d'or. Juste, on pense évidemment aux lingots, aux pièces, à l'or papier, avec ce qu'on appelle des ETC qui sont adossés à l'or physique, ce sont des placements hors papier. Donc voilà, et il y a aussi les sociétés orifères. Tout à fait. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Alors chacune a ses avantages et ses inconvénients. Prenons l'exemple de l'or physique, par exemple. Le principal avantage, finalement, donc c'est un actif tangible, donc vous ne vous exposez pas finalement à un risque de dépositaire, un risque de signature, en fait, que vous pourriez avoir sur un ETC. Son avantage aussi peut être un avantage fiscal. Si vous détenez, en fait, de l'or physique sous forme de lingots, en fait, plus de 22 ans, eh bien, vous êtes exonéré de plus-value finalement à la sortie, donc c'est quand même un avantage tout à fait significatif. Concernant l'or papier, son avantage est que c'est une liquidité en fait qui est très forte. Ce sont des coûts de transaction qui sont quand même beaucoup plus faibles que ceux qu'on peut observer sur l'or physique, où les coûts de transaction peuvent être quand même assez élevés. On peut les détenir dans un portefeuille. Il y a un marché qui est extrêmement liquide. Vous pouvez le coter en continu, en fait, presque 24 heures. Sans avoir de l'or physique chez soi ou dans son coffre. Alors, avoir de l'or physique chez soi peut présenter aussi des problèmes de sécurité, vous pouvez imaginer, quoi. Ouais. Donc, il ne faut pas le dire à tous ses voisins, bien entendu. Et puis enfin, je dirais, il y a l'or, en fait, minier, donc qui est une façon peut-être un petit peu plus dynamique, finalement, d'investir sur l'or. Au travers des sociétés qui exploitent, encore une fois, des mines d'or. C'est bien corrélé, l'évolution de l'or physique, l'once d'or, avec l'évolution des sociétés orifères? Alors, en direction, oui, c'est bien corrélé. Souvent, sur longue période, les mines offrent un levier de performance qui peut être de l'ordre de 2 à 3 fois. Donc, levier de performance à la hausse, mais aussi levier de performance à la baisse. Ces derniers temps, finalement, ce levier de performance a été beaucoup moins observé, en tout cas à la hausse sur les mines, en raison, finalement, d'une inflation des coûts qui a été assez significative, compensée, d'ailleurs, très largement par la hausse des cours de l'or, en fait, de l'autre côté. Et l'environnement actuel, justement, pour les mines d'or, il redevient favorable ou pas? Parce qu'elles sont un peu en retard, donc, au final, alors, elles sont même très en retard. Si on se réfère par rapport à leur point haut historique, qui était septembre 2011, elles sont toujours 35% en deçà de ce niveau, alors que sur la même période, les cours de l'or ont progressé de 35%. Vous voyez, moins 35 d'un côté, plus 35% de l'autre, en fait. La situation de marché a rarement été aussi favorable
pour l'industrie minière. Les niveaux de valorisation sont proches des points bas depuis plus de 40 ans. Parce qu'en dépit en fait, de cette inflation des coûts qu'on a pu observer, très significative, de l'ordre de 50% depuis début 2020, la très forte hausse des cours de l'or a plus que compensé finalement cette inflation. Bon, l'or, on l'a dit, a volé de record en record cette année. C'était quoi, un peu moins de 2800 $ au plus haut, plus 25% depuis le début de l'année. On a l'impression que tout porte, le métal précieux à aller plus haut, même si on a eu ces derniers temps un léger retracement. Alors, un des premiers facteurs finalement pouvant expliquer finalement la très forte hausse des cours de l'or ces derniers temps a été l'accélération des achats par les banques centrales et les banques centrales émergentes en particulier, qui ont acheté plus de 1000 tonnes d'or à la fois en 2022, à la fois en 2023 et qui probablement vont acheter une quantité presque équivalente pour l'ensemble de 2024. Pourquoi? Finalement, c'est cette volonté en fait, de ces banques centrales émergentes de mettre fin à la domination du dollar américain, une volonté de dédollariser l'économie mondiale, surtout, je dirais, diligentée par la Chine, je dirais, le grand adversaire finalement des États-Unis, qui est l'autre grand pôle finalement de domination économique dans le monde, et aussi leur inquiétude quant à l'augmentation très significative des niveaux d'endettement des pays occidentaux. Vous savez, les banques centrales émergentes ont des très fortes réserves de change, principalement libellées en dollars américains, et on sait très bien que sur longue période, si les niveaux d'endettement des pays occidentaux continuaient de monter à ce rythme-là, ça présenterait un vrai risque de dévaluation des devises. En fait, l'or n'est la devise de personne, n'est la dette de personne, c'est la devise de dernier recours, dans un environnement un peu extrême comme celui-là. Après, on sait qu'historiquement, il y a une relation entre l'évolution de l'or et les taux d'intérêt, relation qui depuis 2 ans fonctionne plus très bien. Absolument, en fait, depuis début 2023, cette relation s'est complètement cassée, en fait, si j'ose dire. Ça ne veut pas dire, en fait, que cette relation n'existera plus jamais, en fait, le taux d'intérêt était élevé. Exactement. Mécaniquement, ça faisait baisser. Exactement. Depuis début 2023, les taux d'intérêt réels américains à 10 ans sont passés de moins 1% à plus 2% aujourd'hui, après avoir culminé à 2,5% il y a quelques mois. Historiquement, ça aurait dû faire baisser le cours de l'or. Historiquement, effectivement, si on regarde les modèles de corrélation existants entre les cours de l'or, les taux d'intérêt réels, le dollar américain, les encours d'ETC adossés à l'or de l'autre côté, les cours de l'or, en fait, auraient dû baisser. Et alors pourquoi? Très significativement, grâce aux banques centrales en fait, notamment, en fait, que j'ai évoquées. Puisque les achats, on est sur un marché qui fait un peu moins de 5000 tonnes d'or par an. Ouais. Donc les banques centrales à elles seules ont acheté plus de 20% de l'or disponible. Et ça devrait continuer. Ça devrait continuer. Elles répondent au sondage organisé par le World Gold Council. La majorité d'entre elles, des banques émergentes, ont continué d'affirmer leur volonté de renforcer leurs réserves d'or. Par exemple, la Banque populaire de Chine, ses réserves de change investies en or ne représentent que 5% du total, 2500 tonnes d'or. Donc il y a encore une marge de renforcement qui est tout à fait considérable de la Chine, mais aussi de l'ensemble des banques centrales émergentes autour. On est en droit de s'interroger, évidemment, personne ne lit dans le mar de café, mais quand on est à 2700 $ l'once, après une telle progression, est-ce qu'on peut aller encore plus haut? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut aller plus haut? Est-ce que donc les facteurs haussiers, on ne les a peut-être pas tous évoqués, est-ce qu'ils sont toujours là, notamment les incertitudes géopolitiques? Et puis on sait que l'élection de Trump, ça crée de la volatilité, on se dit que Trump c'est bon pour l'or, indirectement? Alors, la première réaction du marché à l'élection de Donald Trump a plutôt été négative, en fait, en réalité, puisque la réélection de M. Trump, dans un premier temps, a provoqué une forte remontée des taux d'intérêt américains, a provoqué une forte remontée du dollar américain qui, traditionnellement, je dirais, sont plutôt des éléments négatifs, en fait, pour l'or. Mais bon, après, finalement, cette consolidation assez marquée des cours de l'or, on observe de nouveau une remontée progressive. Et comme vous l'avez dit, finalement, les incertitudes géopolitiques demeurent quand même très prégnantes. Il y a bien sûr l'incertitude quant à l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui pourrait connaître même une accélération, à moins que M. Trump œuvre en fait pour arrêter en fait ce conflit comme il s'y est engagé. Ouais. Il y a aussi finalement la dégradation de la situation au Moyen-Orient, et bien sûr toutes les incertitudes, je dirais plutôt financières, je dirais liées à l'évolution de la dette en fait, dans les grands pays occidentaux. Observons par exemple que le taux de 10 ans
français, pour ne prendre cet exemple, a subrepticement dépassé en fait le 10 ans grec également cette semaine. Est-ce que c'est un signe d'alerte? Je ne sais pas. Bon, le message en tout cas, c'est que l'or a un vrai pouvoir de diversification au sein d'un portefeuille. Il n'y a pas de pondération idéale, après ça dépend, mais c'est quoi la pondération en or dans un portefeuille? Alors ça dépend évidemment de votre aversion au risque. Typiquement, je dirais les pourcentages conseillés se situent entre 5 et 10%, peut-être plus pour les investisseurs qui ont une véritable aversion au risque. Diversification à faire entre l'or physique, qui est plutôt l'actif de fonds de portefeuille, et je dirais l'or minier, qui est plutôt l'investissement un peu plus tactique à avoir en fait sur cette thématique. Allez, merci à vous. Arnaud Duplessis, gérant de fonds action thématique chez CPRM. Merci. Merci David. Et Megatrend revient dans quelques jours, ici chez vous, sur Boursorama.